Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui, franchement, concerne énormément de monde, la lombalgie chronique. C'est un vrai parcours du combattant pour beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est une immense étude vient de paraître et elle nous donne enfin des réponses très claires sur ce qui marche vraiment. Alors, pour bien commencer et pour qu'on mesure bien l'enjeu, posons une question simple en apparence. Quelle est la condition qui, à l'échelle mondiale, pèse le plus sur la capacité des gens à vivre et à travailler normalement? Eh bien, la réponse, la voilà. Toutes les grandes études de santé publique le confirment, la lombalgie chronique, c'est le fardeau numéro 1. Ce n'est pas juste un petit mal de dos, c'est un problème majeur qui a un impact sur des millions de vies. Ok, donc on voit bien l'ampleur du truc. Forcément, face à un problème aussi répandu, la communauté scientifique cherche activement les meilleures solutions possibles. Et c'est justement ce qui nous amène à une analyse scientifique absolument majeure qu'on va décortiquer ensemble. Et pour trouver ces solutions, on ne va pas se baser sur une petite étude par-ci par-là. Non, non. On va plonger dans ce qu'on peut vraiment appeler une super étude. Une analyse colossale qui a compilé des années et des années de recherche pour nous donner des réponses solides. Accrochez-vous bien. Premier chiffre, 118. C'est le nombre d'essais contrôlés randomisés, donc des études très sérieuses, qui ont été inclus dans cette analyse. C'est tout simplement énorme. Et derrière ces 118 études, il y a le nombre de participants. Et là, on parle de 9710 personnes. Une telle échelle, ça donne une puissance et une crédibilité incroyables aux conclusions. On est loin de l'étude anecdotique là. Alors, la question c'est comment on fait pour comparer tout ça? Eh bien, les chercheurs utilisent une méthode super puissante, la méta-analyse en réseau. Pour faire simple, imaginez une sorte de tournoi ultime des exercices. Même si deux exercices n'ont jamais été testés l'un contre l'autre dans la même étude, cette technique permet de les classer et de savoir lequel est le plus efficace. Bon, maintenant qu'on a vu la solidité de la méthode, on arrive au cœur du sujet, ce qui nous intéresse tous, les résultats. Quels sont les exercices qui sortent vraiment du lot? Pour y répondre, l'étude a regardé deux choses, la capacité à réduire la douleur et la capacité à réduire l'incapacité au quotidien. Et voilà les résultats, noir sur blanc. Le truc qui saute aux yeux, c'est la performance du Pilates qui arrive premier dans les deux catégories. Pour la douleur, il est suivi des exercices corps-esprit, pensez yoga, tai chi, puis du gainage. Et pour l'incapacité, c'est le renforcement musculaire qui prend la deuxième place, juste devant le gainage. C'est une constance assez impressionnante. Pour être encore plus précis, les chercheurs utilisent un outil qui s'appelle le score SUCRA. C'est un peu comme un score de confiance. Il nous dit, en pourcentage, quelle est la probabilité qu'un exercice soit vraiment le meilleur de tous, le numéro 1 absolu. Alors, pour la douleur, regardez ça. Le Pilates obtient un score SUCRA de 93%. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'il y a plus de 9 chances sur 10 que ce soit la meilleure approche possible pour soulager la douleur, d'après toutes les données disponibles. C'est très, très parlant. Et si on regarde l'incapacité, c'est-à-dire la capacité à faire les choses du quotidien, c'est encore plus fou. Le Pilates atteint quasiment la perfection avec 98%. Juste derrière, le renforcement musculaire s'en sort aussi très bien, avec 78%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est super important de savoir ce qui marche, mais c'est tout aussi crucial de savoir ce qui marche moins bien. Et l'étude est très claire là-dessus, même si presque tout aide un peu, certaines approches se sont montrées décevantes. Par exemple, les étirements seuls n'ont pas vraiment réduit la douleur et la fameuse méthode McKinsey n'a pas eu d'effet significatif sur l'incapacité. Ce sont des infos clés pour ne pas perdre son temps. D'accord, donc on sait quels exercices choisir. Mais ça ne s'arrête pas là. La grande question, c'est comment les pratiquer. À quelle fréquence, pendant combien de temps? L'étude nous donne aussi la recette, la formule gagnante des programmes qui ont eu le plus de succès. Et voilà les ingrédients de la formule gagnante. Premier point, 1 à 2 séances par semaine, c'est le plus efficace. Deuxièmement, des sessions de moins d'1 heure. Et enfin, des programmes plutôt courts, entre 3 et 9 semaines. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça montre que ce sont des programmes accessibles, réalistes et pas trop chronophages qui donnent les meilleurs résultats. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'on en retire? Quel est le grand message à emporter, que ce soit pour les personnes qui souffrent de lombalgie ou pour les professionnels qui les accompagnent? Je crois que cette phrase, tirée directement de l'étude, dit tout. Les professionnels de santé peuvent maintenant recommander l'exercice avec un très haut niveau de confiance. Ce n'est plus juste une idée ou une suggestion, c'est une stratégie thérapeutique qui est validée par des preuves scientifiques extrêmement solides. Donc pour résumer en une phrase, le message est on ne plus clair. L'exercice, c'est une stratégie de premier choix, super efficace, et maintenant prouvée par la science pour gérer la lombalgie chronique. Bouger, c'est vraiment l'une des toutes meilleures choses à faire. Et on va finir là-dessus, avec une question qui ouvre la réflexion. Maintenant qu'on a la preuve de ce qui marche,
qu'on sait que des programmes comme le Pilates ou le renforcement peuvent vraiment faire la différence, est-ce que le plus dur, finalement, ce n'est pas tout simplement de faire le premier pas? C'est une question à méditer.